Donc je remercie avant tout les laboratoires AstraZeneca de m'avoir convié pour cette présentation et pour parler de l'éducation thérapeutique qui est un thème ô combien important au vu de la recrudescence des maladies chroniques dans notre pays et dans les autres pays du monde. Et en l'occurrence, je vais parler plus particulièrement de l'asthme bronchique. Donc qu'est-ce qu'on entend par éducation thérapeutique des patients? L'éducation thérapeutique des patients, c'est l'attitude de former le malade pour qu'il puisse acquérir un savoir-faire qui doit être adéquat, adapté, pour arriver à un équilibre entre sa maladie et le contrôle optimal de sa maladie et sa vie courante pour qu'il puisse acquérir et vivre avec une bonne qualité de vie. Donc cette éducation thérapeutique doit faire partie d'un processus qui est continu et donc être une partie intégrante des soins médicaux. Ça doit être le continuum direct des soins médicaux, de façon à sensibiliser le patient, l'informer, lui apprendre ce qu'il doit savoir sur sa maladie, lui apprendre à utiliser des médicaments. Et pour cela, il faut travailler justement d'un commun accord avec les pharmaciens, puisque le médecin est prescripteur, il va commencer par donner les premières explications. Le pharmacien est lui le chaînon indispensable pour que cette prescription soit la bonne, qu'elle soit correctement prise par le patient, parce qu'un médicament qui est pris mais mal pris est un médicament non pris et du coup une maladie non traitée. De plus de ça, il y a un support psychosocial qui peut être amené vers le patient, tous liés à la maladie et au traitement. Une maladie chronique, je vous le rappelle, c'est une pathologie qu'on va traîner toute sa vie. On va probablement mourir avec cette pathologie, non pas forcément de cette pathologie. Et du coup, il va falloir pouvoir vivre avec pour mieux intégrer la vie et avancer. Est-ce que nous faisons tous de l'éducation thérapeutique de patients de la même façon? Bien sûr que ça ne se fait pas de la même façon. Déjà, il y a différents types d'éducation. Il y a l'éducation sanitaire, que l'on fait généralement à grande échelle. C'est un effort qui va être entrepris essentiellement pour inculquer à une population générale, dans son ensemble, les principes sanitaires, comme c'est le cas actuellement pour la Covid. Nous devons tous porter le masque. Je viens de l'enlever pour pouvoir vous parler, mais sinon, c'est des règles qu'on est obligé de respecter pour pouvoir justement être en bonne santé et laisser les autres aussi qui sont dans notre entourage en bonne santé. C'est la même chose dans le cadre des pathologies chroniques. Donc l'éducation sanitaire, ça va être de sensibiliser un grand nombre de la population générale pour pouvoir donc se soigner, consulter à temps, éviter les facteurs aggravants pour pouvoir vivre le plus longtemps possible avec cette pathologie. Il existe aussi, de par le monde, des programmes d'éducation thérapeutique pour patients. Ces programmes d'éducation thérapeutique sont des programmes qui vont être structurés. Qui dit structure, dit bonne organisation, dit à chacun son rôle. Ça doit être spécifique à une maladie. Il n'existe pas de programme d'éducation pour toutes les pathologies chroniques. Il existe des spécificités à chaque pathologie. Pour, par exemple, les épilepsies, pour, par exemple, l'asthme bronchique, pour la BPCO, pour le diabète, etc. Et là, en l'occurrence, il va falloir qu'il y ait un programme qui soit structuré autour de la pathologie que l'on a envie de traiter, et ça doit intégrer plusieurs activités et se faire de façon pluridisciplinaire, où on peut convier médecins, psychologues, pharmaciens, kinésithérapeutes, autres en fonction des besoins escomptés. La posture éducative, ça va être l'attitude du médecin ou du pharmacien vis-à-vis du patient qu'il a en face. Ça va mettre le patient au centre de sa prise en charge pour faire de lui quoi en fait? Un partenaire de soins. Parce que c'est lui qui va soigner, c'est lui qui va avoir peut-être en contrôle dans 3 mois. S'il ne sait pas se traiter, on va le voir plus souvent dans les structures d'urgence. Et du coup, il faut que ce soit un partenaire qui soit à même de se prendre en charge, de s'auto-gérer, de savoir à quel moment il doit aller consulter. Et ceci, bien sûr, toujours pour fin d'améliorer sa qualité de vie et sa sécurité. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse de plus en plus à l'éducation thérapeutique? Parce que tout simplement, les progrès spectaculaires de la médecine depuis maintenant plusieurs décennies ont eu un effet ambivalent sur la santé. Si d'une part, ça a permis d'éviter l'issue fatale d'un bon nombre de pathologies aiguës, malheureusement, ça n'a pas toujours permis leur guérison. On est plutôt passé à une maladie qui va s'installer sur la chronicité, dans le temps. Donc elle va s'installer dans la durée, il va y avoir une perte irréversible de la santé et de l'intégrité corporelle. Tout ça va entraîner chez le patient une incertitude, une perte de confiance en soi, le tout qui seront source d'anxiété et de dépression que nous allons tous rencontrer, aussi bien médecins et pharmaciens, chez nos patients rencontrés quotidiennement et régulièrement. Donc à ce changement de paradigme, à cette évolution des progrès de médecine, il faut qu'il y ait un changement au niveau de l'approche du patient. Dans les années 50, par exemple, le patient était plus un objet.
chez qui le médecin avait une approche observationnelle. Il l'observait beaucoup plus, il lui prescrivait, on intégrait un petit peu l'éducation dans la stratégie thérapeutique, mais vraiment sur des lignes très générales. Dans les années 60, le patient est devenu plus un sujet de sa royauté médecin, qui fait qu'on avait plus une approche comportementaliste, où l'observante était la clé de la relation médecin-patient. Et pour cela, il fallait un petit peu maîtriser la communication idéale pour que le patient puisse arriver justement à s'autogérer. Et pour cela, il fallait essentiellement se baser sur la motivation et le soutien. À partir des années 80, le patient est devenu le partenaire du médecin. Et pour ça, il faut prendre en considération le patient dans sa globalité. Non pas pour la pathologie pour laquelle il vient, mais il a une pathologie dans un corps avec des comorbidités, avec un état psychique. Si on fait fi de tous ces critères associés, on ne pourra pas prendre en charge le patient correctement. Depuis les années 2000, on ne parle même plus de partenaire, mais plutôt d'alliés thérapeutiques, parce que c'est le véritable allié du médecin. Ils doivent marcher main dans la main pour une qualité de vie et une survie dans un environnement qui n'est pas toujours sans conséquences. Nous sommes donc passés d'une maladie aiguë, où l'objectif c'était obtenir la guérison de cette maladie aiguë. Le médecin prescrivait, le malade observait, c'était plus une relation paternaliste. Actuellement, nous sommes dans le cadre des pathologies chroniques, où l'objectif est désormais l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration de l'état de santé, les rémissions du patient, la prévention des exacerbations, des aggravations, des recours aux urgences, etc. Le médecin, bien sûr, est prescripteur, mais le patient doit s'adapter à des difficultés d'une maladie qu'il va traîner sur des années. Et pour cela, il faut une relation d'égal à égal, d'adulte à adulte, avec des informations partagées. Pourquoi est-ce qu'on donne une place particulière à l'éducation thérapeutique dans l'asthme? Tout simplement parce que l'asthme, comme on vient de le dire, est une pathologie chronique par excellence. Qui dit pathologie chronique dit problème d'observance thérapeutique. Est-ce que le patient va observer les prescriptions du médecin? Est-ce qu'il va suivre les traitements? Est-ce qu'il va savoir utiliser ces traitements? Tout cela est compliqué dans l'asthme, et sur un long terme en plus de ça. C'est une pathologie respiratoire obstructive au niveau des bronches, et pour laquelle nous avons heureusement des médicaments qui vont avoir un tropisme bronchique. Donc ça va cibler cet organe précisément en diminuant les effets secondaires. Mais le prix de ces médicaments qui vont être ciblés sur les bronches, c'est que ces médicaments vont être administrés au travers de dispositifs qui ne sont pas toujours d'utilisation facile. Donc le traitement de choix va être la voie inhalée, mais la voie inhalée va nécessiter la maîtrise d'une technicité qui n'est pas toujours facile à obtenir. Déjà, même chez le médecin ou le pharmacien, on fait plusieurs essais avant d'être sûr de savoir utiliser le médicament correctement. L'asthme est une pathologie multifactorielle, ce n'est pas que l'allergie, ce n'est pas que l'environnement. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu dans le déclenchement d'un asthme bronchique, dans son expression, dans son aggravation et dans sa sévérité. Il y a bien sûr les prédispositions génétiques et l'environnement, donc il va falloir tabler essentiellement sur la prévention pour éviter les dégâts, éviter que ça s'aggrave, éviter que ça n'explose, etc. L'asthme est une pathologie chronique. Comme toute pathologie chronique, il peut y avoir des crises, des pics, en l'occurrence des exacerbations, qui peuvent mettre à mal le patient et sa fonction respiratoire et laisser des séquelles si ce n'est pas pris à temps, voire même mettre en jeu le pronostic vital du patient. Donc ça va retentir sur la qualité de vie. Forcément, si un patient va souvent aux urgences, s'il doit passer la nuit avec de l'oxygène, avec des injections, s'il doit mal dormir parce qu'il est en crise tout le temps, parce qu'il ne prend pas bien ses traitements, forcément il va y avoir une altération de la qualité de vie, il va y avoir un retentissement sur sa vie quotidienne, sur sa profession, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur sa vie personnelle. Quels sont les principes de base d'une éducation thérapeutique de patient, quelle que soit la pathologie entretenue? Il faut mettre le patient au centre des préoccupations et des actions. Et pour cela, il y a deux impératifs. Il faut tout d'abord que ce soit un continuum des soins. On soigne le malade, on prescrit, on éduque, on continue, on réévalue et on surveille. Donc ça doit être un prolongement des soins.
D'un autre côté, ce qui est important, c'est qu'il faut que je parle au patient le langage qu'il comprend. Il faut tenir compte de la pertinence socio-culturelle, donner des exemples en fonction de notre vie courante, de notre environnement, et de ne pas s'extrapoler sur des éducations toutes faites qui nous viennent de l'étranger, qui n'ont pas forcément les mêmes façons de vivre, les mêmes us, les mêmes coutumes, etc. Il faut prendre toutes ces considérations personnelles au patient pour essayer de lui donner une formation, une éducation qui lui est pertinente, personnelle, adaptée à sa propre vie. Pour cela, il y a des éléments qui doivent être inéluctablement pris en considération chez le patient. Donc le patient étant mis au centre, il faut chez le patient faire naître la résilience. La résilience, c'est ma capacité à me relever une fois que je suis tombée. C'est un processus qui est dynamique, interactif. Chez un patient chronique, il fait une crise, il peut se relever. Une deuxième, au bout d'un moment, il en a marre. Donc pour cela, le médecin va aller jouer le rôle, en fait, le pignon d'une résilience assistée. Il va assister son patient pour qu'il puisse être résilient. Et pour cela, il va devoir lui faire acquérir certaines techniques, certains moyens qui vont lui permettre de favoriser cette résilience. Un autre élément qui doit être pris en considération, c'est le degré de littératie en santé. C'est quoi le degré de littératie en santé? C'est la capacité du patient à comprendre ce qui lui est prescrit, à comprendre ce qu'il lit et à pouvoir l'appliquer dans sa vie correctement. Donc pour cela, il faut utiliser les mots adéquats, les façons, les exemples adéquats pour qu'il puisse évoluer. Un dernier pion qui est là aussi inéluctable, c'est les principes andragogiques. Les principes andragogiques, c'est la pédagogie liée à l'adulte. Maintenant, si on est face à un enfant, ça va être des principes pédagogiques qui vont être propres de l'enfant. Et l'adulte, par exemple, pour apprendre, il a besoin que ce soit utile pour lui, pour sa santé, pour son environnement. Il a besoin que ce soit imbriqué sur son expérience, pour que ça fasse un petit peu suite à son vécu. Et du coup, il va pouvoir se mettre dans le vif du sujet, s'y individualiser, s'y identifier surtout, pour pouvoir avancer. Il faut le mettre en pratique, un adulte, sinon il va s'ennuyer. Et le guider, un adulte qui se sent jugé, va lâcher l'éponge et ne va pas revenir. Il faut que le patient se sente guidé et plutôt encouragé plutôt que jugé. Donc il faut qu'il y ait une interactivité et une variabilité, une variété des supports et des méthodes utilisées pour qu'il puisse accrocher et persévérer dans cette éducation thérapeutique et dans l'appropriation des connaissances et des techniques qu'on veut bien lui apprendre à réaliser. Quelles compétences on doit faire acquérir aux patients, notamment aux patients asthmatiques? Il y a des compétences d'auto-soin qui sont que le patient, l'asthme, comme d'autres pathologies chroniques, sont encore vécues parfois par le patient comme un sujet tabou. Il n'a pas envie d'utiliser son spray, par exemple, ou son médicament devant les copains, devant les autres personnes, etc. Donc il faut lui apprendre à comprendre sa maladie, à expliquer sa maladie aux autres sans en faire un sujet tabou. Il faut que le patient ait des repères, qu'il puisse analyser sa situation clinique actuelle. Quels sont les facteurs qui vont se détériorer? Il doit les analyser, il doit les mesurer. Tout ce qui est mesuré est plus objectif. Donc on peut mesurer le souffle dans le cadre de l'asthmatique et ça lui permet, comme le glucomètre du diabétique, de savoir s'il est dans les bons chiffres ou s'il y a un risque pour sa pathologie et faire en sorte qu'il s'aggrave et qu'il doive consulter plutôt que prévu. Il faut lui apprendre à faire face à certaines situations. S'il est seul à la maison à 2 h du matin en crise, il faut savoir quoi faire, s'il peut le faire à domicile ou s'il doit consulter dès le lendemain ou au contraire appeler tout de suite le SAMU par exemple pour aller se faire orienter vers une structure qui va le prendre en charge dans l'immédiat. Donc, c'est un allié thérapeutique dans le sens où il va lui-même résoudre un problème thérapeutique dans la mesure du possible, bien sûr. Pour cela, il faut apprendre à notre patient à adapter ses médicaments, à réajuster certains comportements, à l'initier, donc lui apprendre pour la première fois à utiliser certains produits ou autres et utiliser les ressources du système de soins qui sont les plus proches, les plus adaptés de son environnement. Les autres compétences sont des compétences d'adaptation. Il faut que le patient ait confiance en lui. Si je n'ai pas confiance en moi, je vais avoir peur au moindre symptôme. Je vais croire que ça va m'être fatal. Il faut, et c'est aux forces de répétition, de redondance au cours de l'éducation thérapeutique, que le patient va prendre confiance en soi, qui va avoir, quand il va gérer la première crise et qu'il va voir qu'il s'est amélioré, qu'il va avoir le sentiment d'auto-efficacité.
Et après ça, justement, il faudra renforcer ou restaurer l'image de patient, l'image de soi, apprendre à gérer ses émotions et le stress, parce qu'elles ne pourront que réaliser un frein vis-à-vis de ses aptitudes. Il faut informer son entourage pour que, bien sûr, eux aussi soient à côté si la crise ne permet pas aux patients de la gérer seuls, rechercher de l'aide et apprendre aux patients à s'observer, à s'analyser, s'évaluer pour mieux se gérer. Donc le processus d'éducation thérapeutique, en fait, ce n'est pas un truc si simple que ça. Ça découle carrément d'une stratégie managériale qui va être centrée sur le patient, où on va transmettre l'information, on va transmettre les bons gestes, on va transmettre des connaissances et des compétences. On va aussi y apprendre à utiliser ces connaissances et ces compétences à travers les croyances qu'il a, les ressources, les besoins. C'est là qu'on fait appel à la pertinence socioculturelle. On va devoir aussi négocier avec le patient certains objectifs, même si nous, on aimerait qu'il fasse un sprint au bout de 2 jours. C'est peut-être pas possible. Le patient peut avoir des objectifs qui sont beaucoup plus simples. Aller rechercher le petit enfant à l'école, par exemple. On peut commencer par des petits objectifs et élargir notre gourmandise plus tard à faire des périmètres de marche beaucoup plus lents. Et cela dépendra donc de la prise de décision qui se fera d'un commun accord avec notre patient. Pour arriver à ces objectifs, pour pouvoir donc les asseoir, il va falloir motiver le patient par le renforcement de ses acquis, par l'aplanissement des divergences entre ses croyances et ce qui est réel, entre l'intox et l'info, entre ce qu'il lit et ce qui est réel, ce qu'il voit et ce qui lui est caché en fait. Il faut essayer de limiter les résistances du patient vis-à-vis de la maladie, des médicaments, etc. Et surtout, nous devons avoir envers lui, aussi bien médecin que pharmacien, un rôle de soutien pour rechercher les succès, les plébisciter, les encourager et utiliser ces échecs comme des tremplins pour la résilience. Bien sûr, à chaque étape, il faut évaluer. Quand on évalue, on va savoir où est-ce qu'il faut agir encore plus pour réadapter notre intervention et la renforcer. Comment y aboutir ? De par le monde, dans les pays développés, il y a des plans d'action sur des pathologies chroniques. Et le développement de ces programmes qui sont structurés d'éducation thérapeutique est un axe prioritaire dans ces pays, et ça a montré ses preuves. Les programmes d'éducation thérapeutique ont permis une amélioration de la qualité des soins en maîtrisant les coûts, donc diminution du nombre de consultations abusives, diminution de consultations en urgence, diminution des hospitalisations et du coup diminution des coûts. Donc ça reste très important à réaliser. Quand on n'a pas des programmes d'éducation thérapeutique bien ficelés, bien faits dans les régions dans lesquelles on exerce, on peut quand même faire de l'éducation thérapeutique en adoptant la posture éducative et en se basant sur certains points. Et en l'occurrence, dans le cadre de l'asthme, le plan d'éducation thérapeutique, ce sera aller vers le patient pour lui expliquer, pour lui donner les connaissances envers la maladie qui lui seront nécessaires, les connaissances vis-à-vis du traitement, lui vérifier sa technique d'utilisation des dispositifs de façon à ce qu'il la maîtrise en fin de compte, identifier les signes annonciateurs de crise qui vont lui faire adapter sa thérapeutique ou consulter le moment voulu et non pas au moment où c'est déjà trop tard. Il faut identifier les signes de gravité, lui donner des conseils pratiques de la vie courante. Je suis asthmatique, est-ce que je peux faire du sport ou pas? C'est une question qui revient, à nous d'y répondre, et à d'autres questions aussi, bien sûr. Et activité physique, elle est sa place, la nutrition aussi. Donc en gros, si on parle de connaissance de la maladie, qu'est-ce qu'il doit connaître mon patient asthmatique? Ça ne va pas être un mini-médecin, il doit juste comprendre en fait que l'asthme bronchique est une maladie inflammatoire chronique qui touche les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire les voies aériennes inférieures, c'est-à-dire les bronches. D'accord ? Au niveau des bronches, il va y avoir inflammation. Dès qu'il y a inflammation, il y a œdème, hypersécrétion de mucus. Il y a aussi mise en jeu des muscles lisses bronchiques. Quand ils se contractent, l'association de l'hypersécrétion, beaucoup de sécrétion au niveau des bronches, l'inflammation qui va entraîner un épaississement de la muqueuse, comme nous le voyons ici, et une bronchoconstriction, donc il va y avoir donc des muscles qui vont aller se contracter. Il va y avoir forcément une différence de calibre entre, vous voyez ici la bronche droite qui est saine et à gauche la bronche où il y a une obstruction. Donc il y aura un obstacle à la sortie de l'air qui va donner cette dyspnée, ces sifflements, etc. Donc en fait le patient va comprendre dans sa maladie qu'il y a de l'inflammation, il faudra lutter contre, et il y a de la bronchoconstriction qui va lui donner ces symptômes. Et du coup, pour soulager ces symptômes, c'est les traitements qui devront lever cette bronchoconstriction qu'il devra utiliser. Et de là découlent ses connaissances sur le traitement. Le traitement du patient,
Donc il doit être basé sur les bronchodilatateurs qui vont lutter contre la bronchoconstriction et les anti-inflammatoires. Vu que c'est une inflammation à éosinophile, l'anti-inflammatoire le plus important, c'est le corticostéroïde par voie inhalée, en l'occurrence dans le cadre de la bronche. Donc ils étaient utilisés chacun d'un côté. Maintenant, et depuis GINA, depuis ces dernières années, notamment depuis 2019, il est conseillé, vivement recommandé, de les prescrire dans des dispositifs uniques pour améliorer l'observance et des dispositifs uniques qui vont associer aussi bien le bronchodilatateur que le corticoïde inhalé et qui devra prendre en traitement de fond pour que l'inflammation ne s'installe pas et au moment de la crise pour l'action de bronchodilatateur qui va aider à lever l'obstruction. La technique d'utilisation des dispositifs, vous voyez tous en pharmacie plusieurs types de dispositifs. Il existe le spray, l'aérolyseur, le discus, le handihaler, le turbuhaler, tout ce que vous voulez. Il va falloir les utiliser. Maintenant, en l'occurrence, c'est les médicaments qui vont être associés dans le même dispositif qui sont recommandés depuis GINA 2019, 2020, depuis 2021. Donc, il faut bien lui expliquer à utiliser son médicament. Ici, par exemple, dans le cadre du turbuhaler, le médecin doit faire le travail. Le pharmacien nous aiderait beaucoup en réexpliquant la technique d'utilisation parce qu'il est possible que le patient ouvre le dispositif, le mette dans la bouche et l'inhale sans même avoir chargé en fait le canon. Donc il faut lui expliquer qu'il doit ouvrir, tourner, entendre le clic. On ne peut rien se mettre dans les poumons si on ne les a pas vidés au préalable. Donc il faut vider les poumons, mettre l'embout dans la bouche et inspirer. Ça ne prend pas plus de temps que ça, il faut lui expliquer. Des fois, il y a des dispositifs de démonstration qui peuvent aider dans ce cadre-là. Pareil pour l'ensemble des dispositifs. Et parfois, nous sommes amenés à faire utiliser aussi des nébuliseurs à domicile. Là aussi, il faudra expliquer au patient, avant de lui vendre ce matériel, par exemple, avant que moi je ne le prescrive, comment il va l'utiliser, quelles sont les doses à utiliser, etc. Donc, une fois que le patient a un certain paquet de connaissances sur sa maladie, sur son traitement, une fois qu'il a réussi à maîtriser la technique d'utilisation, il faut aussi lui apprendre à reconnaître les signes annonciateurs de crise, qu'on appelle maintenant exacerbation, pour qu'il puisse les gérer en temps voulu. Ces signes annonciateurs d'exacerbation, ils vont être différents en fonction des patients, mais en gros, ça tourne autour. Donc, on peut avoir une crise légère, modérée ou sévère annonciatrice. Ça peut être un écoulement de nez, des picotements des yeux, des éternuements qui sont plus en rapport avec une allergie peut-être. Et toute inflammation des voies aériennes supérieures va descendre vers les voies aériennes inférieures. Si on ne les traite pas, forcément, il va y avoir un retentissement sur le bas et ça va gâter les choses. On peut avoir aussi d'autres signes à type de toux, d'essoufflement, de respiration sifflante, d'oppression. Et là, on est plus dans le cadre d'une crise modérée. Une fois qu'on a une tachycardie, des palpitations importantes, une sudation importante, des difficultés à bouger avec des troubles de la vigilance, on est plutôt dans la forme de gravité où le patient doit rapidement être amené aux urgences pour pouvoir restaurer l'hématose du patient, arrêter cette obstruction et faire en sorte qu'il ait une bonne oxygénation. Donc, en cas de présence de ces signes, qu'est-ce qu'il faut faire? Au tout début, il peut majorer sa prise de bêta-2 courte durée d'action si c'était le cas. Si c'est pris dans les dispositifs qui associent les deux médicaments, il peut prendre donc son médicament qui avait les deux, qu'il prenait en fond et au moment des crises. Il doit boire de l'eau pour pouvoir liquéfier les sécrétions et les sortir plus facilement pour éviter d'obstruer encore plus une bronche qui est à mal. Lui donner des antibiotiques si la cause identifiée est infectieuse. Bien sûr, c'est le patient qui va s'autogérer. Donc, au préalable, le médecin lui expliquera que si vous avez une fièvre, ça ne veut pas dire que c'est une bactérie. Mais si vous avez des expectorations purulentes qui sont verdâtres, peut-être que c'est une bactérie. Et du coup, vous pouvez commencer par utiliser un antibiotique prescrit préalablement. Dans tous les cas, si ça ne s'améliore pas, il faut consulter son médecin traitant ou aller aux urgences si les signes sont assez sévères. Les signes de gravité, c'est l'essoufflement important, une coloration qui commence à virer au bleu, des sueurs profuses, une fièvre au-delà de 38 et des douleurs au niveau de la poitrine. Là, ce n'est même pas la peine d'essayer de se traiter soi-même. Il faut appeler et se faire prendre en charge le plus tôt possible par des médecins spécialistes dans une unité de soins. Dans la vie courante, le patient a une maladie chronique, il va traîner un petit peu partout. Donc, l'asthme étant une maladie multifactorielle dont le caractère génétique a un poids certain, il va falloir lui dire d'éviter les allergènes, que ce soit au niveau du travail,
au niveau des infections respiratoires par les vaccinations, etc., les vaccinations antigrippales, anti-Covid et continues. Il faut éviter les irritatifs, les produits ménagers. Parfois, le sport peut déclencher une crise. Parfois, les variations de température avec le froid peut déclencher ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre dans un coton et éviter tout ça. Ça voudra juste dire qu'il faudra adapter une certaine attitude pour éviter d'en souffrir et d'en pâtir. Quelles règles de vie adopter du coup? On commence par arrêter de fumer parce que la fumée de tabac est un irritant bronchique certain. Il va laisser passer toutes sortes de germes et de particules et du coup, il y aura un risque accru d'inflammation et d'infection associée. Il faut lui apprendre à bien utiliser ses médicaments aux patients asthmatiques. Il faudra lutter contre il faut aller vers la prévention des infections pour éviter que justement il aggrave son statut asthmatique de fond. Il faut qu'il fasse de la marche, il faut qu'il fasse du sport. Et s'il a un asthme d'effort déclenché par le sport, on ne peut pas contre-indiquer le sport. Il faut juste lui demander de prendre un bronchodilatateur 15 minutes avant d'aller jouer son match de foot, par exemple. L'hyperhydratation orale est important. Et tenir un calendrier, c'est-à-dire respecter ses rendez-vous de contrôle, aller voir son médecin pour le renouvellement d'ordonnance, pour la réévaluation de son état de santé, pour que lui seul puisse décider de l'augmentation des doses de médicaments ou la régression des doses de médicaments ou bien continuer sur le même protocole. Donc du coup, il faut lui apprendre des techniques de respiration pendant la crise. Tout ça, nous pouvons le faire en consultation. Le pharmacien peut le faire à moindre possibilité, mais je pense que le patient passe plus de temps avec son pharmacien qu'il n'en passe réellement avec son médecin lui-même. Donc du coup, si on s'aide tous les deux, on pourra peut-être faire en sorte que notre asthmatique fasse moins de recours au niveau des urgences. Donc voilà, pour l'activité physique, bien sûr, aucune contre-indication, juste sa pompe avant. Le sport est très bon, la natation est excellente pour améliorer justement l'ampliation thoracique et contre-indiquer uniquement les efforts à glotte fermée, une plongée ou une équitation qui fait qu'il peut y avoir des à-coups ou bien une exposition accrue à des allergènes qui donnent des crises un petit peu sévères. La nutrition, dans le cadre de l'asthme, on sait maintenant que le reflux gastro-œsophagien est un facteur important de survenue de crise d'asthme. Et c'est l'un des premiers facteurs à l'origine de la toux chronique. Pareil pour l'obésité, des études ont montré que quand on est asthmatique obèse, on a plus de risques de faire des crises sévères qu'autre chose. Et les aliments acides vont entretenir l'RGO, vont entraîner cette inflammation. Et du coup, voilà quelques conseils de base que l'on peut donner à nos patients. Quel plan d'action pour quels paramètres? Qu'est-ce qu'on va faire? Chez l'asthmatique, c'est un peu comme quand on conduit, on est régi par un feu, il est rouge, orange ou vert. Quand c'est vert, ça veut dire que tout va bien, je n'ai pas de signe clinique, je dors bien, je siffle pas, je peux marcher, je peux travailler sans aucun problème, je continue ma thérapeutique. Si je suis dans l'orange, ça veut dire que je prends mes traitements, mais que je n'arrive pas encore à dormir correctement, je suis un petit peu gênée la nuit, au petit matin ou à l'effort. Là, il faut ajuster la thérapeutique. Quand on est dans le rouge, c'est qu'on est dans le cadre d'exacerbations répétées, assez sévères, qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Quand le patient reconnaît ces signes, il doit aller consulter vers les urgences. Et tout ça tourne généralement vers la mesure du débit expiratoire de pointe, comme la glycémie capillaire par le glucomètre chez le diabétique, en fonction des chiffres du DEP, comparativement à son DEP de base, on pourra orienter le patient où est-ce qu'il est dans le vert, quand est-ce qu'il est dans l'orange et quand est-ce qu'il est dans le rouge. À partir de là, je suis d'accord quand vous me dites que vous me disiez que l'éducation thérapeutique du patient est une activité chronophage qui peut prendre du temps, mais elle fait de gagner surtout du temps au patient en termes de qualité de vie et en termes de survie. Donc, quel compromis en pratique courante? Le compromis à faire, c'est écouter son patient. C'est l'écoute attentive. Écouter, comprendre le patient, comprendre ses doléances, comprendre ses craintes, ses plaintes, ses incompréhensions, l'impliquer dans sa prise en charge, lui rédiger une ordonnance qui soit écrite de façon claire. Nous, médecins, on n'écrit pas forcément très bien et on doit l'expliquer oralement puisque cette ordonnance prescrite soit aussi écoutée. Simplifier la prescription et éduquer le patient, donc par l'éducation thérapeutique, par la posture éducative, aussi bien le médecin que le pharmacien, que l'infirmier, etc.
Mettre en place l'alliance thérapeutique, c'est respecter le rythme du patient. On ne peut pas tout lui apprendre le premier jour. À chaque fois, on apprendra autre chose, d'un peu plus long, d'un peu plus compliqué, ou revenir aux choses qu'il ne semble pas avoir maîtrisées. Il faut lui laisser le temps de la réflexion. Il faut l'encourager à formuler ses craintes, répondre à son besoin d'information et de conscience, lui expliquer le traitement, le pourquoi du traitement, l'efficacité du traitement et quels sont les risques d'arrêt du traitement. Reconnaître son point de vue, l'associer au choix du traitement et l'habilité. Nous ne sommes pas là pour lui imposer une molécule ou un dispositif. Il doit être choisi en fonction de son aptitude, son habilité à l'utiliser, quitte à utiliser des médias comme les chambres d'inhalation, dans certains l'utilisation de sprays. Et renforcer chez le patient le sentiment de liberté de choix. Si on ne se sent pas libre, on ne va pas obtempérer. En conclusion, changer un comportement vis-à-vis d'un problème de santé, ce n'est pas facile, mais si on a une méthodologie rationnelle, si on est motivé à le faire, si on est engagé, aussi bien l'équipe soignante, médicale, que paramédicale, que pharmaceutique au premier plan, ce défi peut être relevé et le patient peut en l'occurrence être sauvé, voire sa vie améliorée. Et je vous remercie.